Alors, pour commencer, j'ai des conflits d'intérêts qui sont déclarés ici. Alors, quand on parle de sevrage ventilatoire difficile, de quoi est-ce qu'on parle, mais surtout de qui est-ce qu'on parle? On parle de ces patients. Donc vous les connaissez peut-être, il y en a quelques-uns dans les réanimations. C'est des patients qui ont des séjours particulièrement longs et qui demandent une gestion particulière qu'on va voir maintenant. Donc c'est des vrais patients. Alors, qu'est-ce qu'un sevrage ventilatoire difficile? En fait, je pense que l'objet du topo, c'était plutôt le sevrage ventilatoire prolongé, puisqu'on considère un sevrage prolongé quand, à partir du moment où on considère que le patient est en sevrage, ça prend plus de 3 essais et plus de 7 jours pour arriver à effectivement le sevrage effectif du patient. Donc ça, c'est la définition qu'on retient le plus souvent. Quel est le problème de ces sevrages qui sont prolongés? Le problème, c'est que les patients avec un sevrage prolongé, c'est les barres noires. On voit que par rapport au sevrage simple ou même les sevrages difficiles, c'est-à-dire moins de 3 essais, moins de 7 jours, ils sont plus réintubés, ils sont plus trachéotomisés, ils ont une plus grande mortalité, ils ont une plus grande durée de séjour. Alors c'est les causes qui conduisent au sevrage prolongé qui vont être responsables de tout ça, mais quand même, ça semble être un problème. Alors, est-ce que c'est fréquent, les sevrages ventilatoires prolongés? En fait, non, c'est très rare. Donc ça, c'est une étude qui a évalué à un temps donné dans 36 réanimations dans plusieurs pays, et qui a regardé combien, ils ont regardé tous les patients ventilés, ils ont regardé combien des patients ventilés en réanimation étaient en sevrage prolongé. En fait, c'est très peu, c'est 5% des malades. Enfin, ça faisait quand même du coup 2700 patients. Et puis surtout, c'est des patients qui restent très longtemps. Donc même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont très visibles et notamment ils requièrent une prise en charge spécifique et notamment paramédicale et kinésithérapeute. Et ça, on va le voir juste après. Alors, le problème de cette définition du sevrage prolongé, c'est que jusque-là, elle ne prenait pas en compte les patients qui n'arrivaient jamais au moment de l'essai du sevrage ventilatoire ou qui restaient toujours avec leur trachéotomie et leur ventilation. Donc ça, c'est une nouvelle définition qui a été proposée. Et donc il y a notamment un groupe, le groupe NW, où c'est les patients qui sont morts ou transférés avant la première tentative de sevrage. Et puis, donc, le premier groupe, c'est le groupe des patients faciles à sevrer, c'est le même. Donc en moins de 24 heures, ils sont sevrés. Donc c'est les plus nombreux, et puis c'est ceux qui ont aussi la mortalité la moins importante, c'est 6% des patients. Les sevrages difficiles, c'est un peu moins de malades et c'est beaucoup plus de mortalité, les patients qui sont sevrés entre le 1er et le 7e jour. Et puis les sevrages, et c'est ce dont on va parler, les plus difficiles, c'est rare et c'est quand même 30% de mortalité chez ces patients qui mettent plus de 7 jours à être sevrés à partir du moment où on essaye. Alors, comment ça se fait qu'on peut se retrouver dans cette situation de sevrage ventilatoire qui devient prolongé? C'est probablement parce qu'il y a un déséquilibre de la balance entre la capacité, la charge respiratoire qui est imposée au patient et la capacité respiratoire au sens large. Alors, qu'est-ce qui va faire abaisser qu'est-ce qui va alourdir la charge respiratoire des patients? C'est le fait qu'ils aient une pathologie pulmonaire, donc ils ont une pneumonie, elle n'est pas encore guérie, par exemple. Ils ont une dysfonction cardiovasculaire, ils sont en OAP, ils sont en surcharge. Et puis, ils peuvent aussi avoir des atteintes de la paroi thoracique, donc c'est le patient qui a fait une PAVM en post-opératoire de chirurgie cardiaque thorax ouvert, par exemple. Mais il y a plein d'autres raisons. Et puis, dans le même temps, malheureusement, ces patients-là qui ont une charge qui est plus importante imposée à leur fonction respiratoire, ils ont en plus une diminution de la capacité respiratoire parce qu'ils ont une force musculaire qui est altérée, parce qu'ils ont une diminution du drive respiratoire, ça veut dire la pulsion, l'envie de respirer, parce qu'ils ont été sédatés longtemps, et puis ils ont des dysfonctions neuromusculaires, de la neuromyopathie de réanimation. Et donc, on va chercher, et on va voir comment juste après, à rétablir cet équilibre, et on va devoir jouer sur tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un patient se retrouve dans cette situation? Il y a plusieurs choses. Il y a, c'est la faute du patient, toujours. Parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est trop grave, parce qu'il est BPCO. 2, c'est la faute de la maladie. D'accord, c'était grave, le motif de réanimation initiale, c'était sévère, et puis il est resté longtemps sous ventilation mécanique. Et peut-être qu'il y a aussi une petite part qui est liée à la prise en charge elle-même, à l'équipe de réanimation.
Et c'est pas prédominant, hein, clairement, mais par contre, c'est probablement la seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer une fois qu'on a le patient qui se retrouve dans la situation du sevrage prolongé. Alors ça, c'est une revue qui a posé un peu le concept du patient chronique critique. Et en fait, c'est ces patients qui restent très longtemps, qui deviennent des mascottes dans nos services, et on est parfois un petit peu démunis pour les prendre en charge. Et alors là, ils proposent, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ils proposent, et je trouve que c'est vachement intéressant, et notamment pour vous kinés, ils disent que la prise en charge doit être une prise en charge dédiée avec une équipe interdisciplinaire dans laquelle il y a des médecins, des infirmières, des assistantes sociales, des kinés moteurs et respiratoires et des nutritionnistes. Et donc, ils proposent une prise en charge assez globale avec une optimisation de la fonction cognitive, tout faire pour libérer le patient du ventilateur. Comment est-ce qu'on va faire pour le libérer? Ils proposent d'avoir une approche standardisée, protocolisée qui va conduire au sevrage et à la décannulation de ces malades. Et ils proposent aussi de mettre en avant le staff non médical. Et ça, je pense que c'est vraiment très important et c'est ce qu'on fait, nous, dans notre unité de sevrage ventilatoire. Donc, soutien nutritionnel, prévenir les infections et intégrer les soins palliatifs. Donc, ça veut dire se poser la question de où on va pour notre malade et est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, mais aussi prendre en charge les choses qui sont pas forcément, enfin, qui sont aussi du confort, les douleurs, le sommeil, etc. Alors du coup, quelles peuvent être les solutions? Est-ce que des unités dédiées au sevrage ventilatoire peuvent être la solution pour ces patients? Eh bien, peut-être. Donc ça, c'est une étude qui a évalué les patients. 24 heures avant, c'est les barres noires. Et 24 heures après, c'est les barres gris clair, leur transfert dans une unité spécifique. Donc en gros, il ne s'est rien passé, hein, ils ont juste été transférés. Et ben, le simple fait d'être transféré dans une unité spécifique, la part des patients qui n'avaient aucune activité s'est drastiquement réduite, et il y a un certain nombre de patients qui commencent à pouvoir une certaine ambulation, hein, parce que là, ils marchent moins de 30 mètres, mais ici, ils marchent plus de 30 mètres. Ils peuvent s'asseoir plus sur une chaise. Et on a l'impression que d'être dans un service spécifique, ça va leur permettre de pouvoir faire plus. Et ça ne semble pas être que l'effet du temps, parce que si on regarde, c'est toujours les mêmes malades. Le pourcentage des patients qui ont la possibilité de déambuler, effectivement, rien qu'avec le temps, entre les 48 heures avant le transfert, les 24 heures avant le transfert, il y avait une progression liée au temps et à la maladie qui s'améliorait, mais il y a quand même vraiment, avec le transfert dans une unité spécifique, un gap qui se fait et qui se maintient avec la pente qui reste un peu plus raide. Voilà, donc peut-être que ça pourrait être intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces unités spécifiques? Voilà ce que nous, on fait. Donc, on récupère un patient, il est comme ça. Ça reste des unités, donc c'est des unités de sevrage ventilatoire. SRPR, ça veut dire soins de rééducation post-réanimation. C'est des unités de soins intensifs. Le malade, il arrive, il est ventilé, il est scopé, il est grave. Alors là, il est au fauteuil, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on va essayer de le conduire à ça. C'est-à-dire, il revient 3 mois après pour dire merci à toute l'équipe, il est content. C'est important, ça c'est le patient au centre, donc ça c'est moi. Et puis une infirmière, la psychologue et le kiné. Et cette photo a été réalisée sans trucage. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça, on travaille tous ensemble, avec le patient au centre. Et alors comment on va faire? On va faire de la mobilisation. Donc on a des machines spécifiques. Là, c'est un ergocyclomètre. Donc c'est un vélo qu'on peut utiliser dans le lit ou au fauteuil, comme vous voyez, qui peut faire pédaler en actif ou en passif les bras et les jambes des patients. Vous avez peut-être ce genre de matériel dans vos réanimations, mais peut-être pas. Et en fait, en grande partie, ce qu'on fait, c'est ça. Hein. C'est mano-mano. Allez, hop, un kiné, un élève kiné, une tablette, et hop, on est parti. Et en fait, tout est rééducation, et il y a vraiment une marche en avant comme ça. Donc on a mis son scope sur la table, le ventilateur qui est là, il a la traque, hop, l'oxygène, et c'est parti. Et puis, on est obligé de remettre le patient au centre. Et donc ça, c'est une patiente qui avait demandé à faire venir sa coiffeuse, et je trouvais que c'était sympa. Elle a caché sa traque là pour pas qu'il y ait de cheveux dedans. Voilà, donc ça c'est l'unité de c'est la réhabilitation post-réanimation, c'est vraiment le patient au centre. L'idée c'est de détechniquer les patients, c'est une prise en charge des patients dans leur globalité, et c'est la reconstruction, c'est le temps de la reconstruction globale. Donc là c'était sympa, une patiente qui avait fait venir son petit chien, et une autre famille, donc il y avait les enfants qui étaient là, et puis c'était une chambre double, et en fait c'était assez sympa parce que les enfants des deux visites, les enfants ont joué ensemble, c'était plutôt un beau moment.
Alors ce qu'on fait, c'est pas nouveau. D'accord. Donc cette étude, elle a mon âge, elle est publiée en 1982, et à l'époque, ils faisaient pareil, ils faisaient du vélo, mais ils étaient quand même un peu plus embêtés parce que leur ventilateur, c'était ça. Hein. Donc on a de la chance, on a des moyens techniques différents, mais à part ça, les choses n'ont pas changé. C'est toujours la même chose qui va permettre de sevrer nos patients. Voilà, donc quand ça va un peu mieux, on attaque les escaliers. Hein, donc ça, tout le monde a des escaliers, je pense. Le verticalisateur qu'on utilise aussi, le drainage des sécrétions, un petit peu le matériel qu'on utilise. On a une procédure de mobilisation des patients, donc ça nous permet de pouvoir avoir une certaine unité dans ce qu'on fait. Et en fait, le plus important, c'est que chaque patient ait chaque jour la possibilité de faire l'effort maximal qu'il puisse produire ce jour-là. Donc c'est ça la philosophie de tout le monde. Alors c'est pas le même d'un jour sur l'autre parce qu'il est plus fatigué, donc il peut en faire moins, mais en tout cas c'est ça l'objectif. Et nous on leur dit, ça va être difficile, on va être vos coachs sportifs, mais on ne vous lâchera pas tant que vous n'avez pas fait l'effort maximal du jour. Quoi. Donc un jour c'est juste d'aller au fauteuil ou au bord du lit, voire même de la mobilisation passive dans le lit, mais on va demander l'effort maximal. Alors, il parlait dans la diapositive sur les patients chroniques de réanimation d'avoir une procédure dédiée pour le sevrage de la ventilation. Alors, quel genre de procédure et quelle est la méthode à adopter? Donc ça, c'est une étude de 1994 qui a évalué est-ce qu'il vaut mieux faire des épreuves de pièce santé ou diminuer progressivement la pression chez les patients pour pouvoir les conduire au sevrage de la ventilation mécanique. Et donc, on voit que les patients sont plus vite libérés de la ventilation mécanique si on leur fait une diminution progressive de pression. Donc on peut se dire que c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est une autre étude qui montre le contraire. Il vaut mieux faire des épreuves de pièce santé que de faire des diminutions progressives de pression. Donc je pense, moi, que le plus important, c'est que dans le service, il y ait une procédure dédiée, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit de transmission orale, parce que ça marche très bien aussi, mais en tout cas, qu'on ait un support et qu'on ait une marche en avant vers le sevrage. Et donc nous, c'est ça qu'on utilise. C'est volontairement très simple et du coup, tout le monde le fait. Les infirmières, les kinés, les médecins, tout le monde, plusieurs fois par jour, va tenter de sevrer le malade et c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre pour nos malades? On a une psychologue et c'est fondamental. Hein. Les patients qui sont en échec de sevrage sont plus déprimés que ceux qui sont effectivement sevrés. Alors, est-ce qu'ils sont déprimés parce qu'ils n'y arrivent pas ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont déprimés? Probablement les deux. On va prendre en charge la déglutition des patients pour leur repermettre la nutrition. Hein. On fait tout comme ils ont montré sur la diapo du New England. On va prendre en charge le sommeil de nos patients. Hein. Ça, c'est la qualité de sommeil des patients en réanimation. Et tout ça, c'est du sommeil atypique. Donc en réanimation, on pense que nos patients dorment parce qu'ils ont des drogues pour ça et qu'ils ont l'aspect du sommeil. Mais ce qu'ils ont, ce n'est pas du tout du sommeil réparateur. Et parmi les choses qu'on va proposer pour prendre en charge les patients et pour améliorer leur sommeil, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de les ventiler. Donc vous pouvez vous dire que vous dormiriez moins bien avec une ventilation parce que vous n'êtes pas en détresse respiratoire, parce que vous n'en avez pas besoin. Donc ça, c'est une étude qui montre que l'efficacité du sommeil des patients est meilleure quand ils sont sous ventilation mécanique que quand ils sont en ventilation spontanée. Donc ça, c'est les patients trachéotomisés à l'issue de leur sevrage, quand ils y sont presque, etc. Ce n'est pas un patient tout venant. En tout cas, nous, on a plutôt tendance à beaucoup les assister la nuit. Donc ça, c'est les résultats des 100 premiers patients qu'on a eus dans notre unité. Donc c'est des patients, je vous disais, de réanimation. Hein, ils sont quand même assez graves. Ils ont des IGS-2 qui sont assez sévères encore à l'arrivée, 33. Ils sont ventilés pour la plupart, en non-invasif ou en invasif pour la majorité. Hein, 74% sont ventilés en invasif quand ils arrivent chez nous. Ils ont de la neuropathie de réanimation. Et on va les sortir de là. Donc ça, c'est les patients qui sortent en SSR. Ici, c'est les patients qui sortent en médecine parce qu'il y a encore des choses à régler pour eux. Donc, objectif rempli. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de patients qui retournent en réanimation, dont certains décéderont, et puis des patients qui décèdent chez nous parce que c'est difficile. Et finalement, c'est la preuve qu'on a pris les patients qu'on devait prendre, on a pris des sevrages difficiles. Sinon, c'est qu'on prenait des patients trop simples. Alors, est-ce que je peux encore passer ma diapo? Donc on arrive au sevrage complet chez 60% des malades.
35% des patients sortent sous VNI. On arrive à décanuler 82% des patients et 87% des patients reprennent la marche à l'issue de l'hospitalisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.